Viewers, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans la splendide baie d'Ajaccio à l'hôtel Mercure et je m'apprête à recevoir l'humoriste, le comédien et l'acteur Didier Ferrat. Didier Ferrat, bonjour. Merci de nous recevoir avec une si grande disponibilité. Avec plaisir, Max. Je voudrais commencer par une petite question parce que tout le monde connaît l'humoriste, le comédien, l'acteur, mais on connaît très peu votre vie, votre enfance. Moi, j'ai été élevé par une petite mémé à Propriane. C'est ma grand-mère, la mère de ma mère. Et une petite mémé, hein, mais avec un caractère comme ça. Alors, je me souviens que les temps étaient rudes, mais j'ai manqué de rien. Et d'un point de vue du tempérament, je crois me souvenir que j'étais déjà un peu comme ça à aimer faire rire. En tout cas, j'avais toujours quelque chose à raconter et j'aimais les ambiances déjà. Voilà. Et j'ai tout de suite apprécié. C'était peut-être une carte parce que j'étais petit et malingre, chétif, tu vois. Donc je ne pouvais pas m'imposer par la force. Alors peut-être que c'est développé cette chose-là, hypersensible. Je me souviens, très affecté déjà par les choses difficiles du monde, ou la souffrance des gens. Je me souviens, j'étais plein d'empathie. J'ai même fait enfant de cœur, et à chaque fois, c'était terrible pour moi, parce que j'avais l'impression de participer à la peine des gens chez qui on allait. Tu sais, à l'époque, on allait voir les gens, enfin voilà, il y avait l'homme ou la femme décédée sur le lit avec toute la famille autour. Enfin, tu vois l'ambiance de chez nous. Et je me souviens qu'après, j'ai arrêté de faire enfant de cœur, parce que j'étais trop affecté par le fait de la peine de tous ces gens. Trop sensible. Ouais. Trop sensible. Ouais, je me souviens, j'étais pas bien après. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là? Je vais essayer de faire court, hein. Je suis parti de Corse, j'ai fait coiffeur à Nice. J'ai fait ça pendant 7-8 ans, c'était mon métier, un métier que j'avais choisi et que j'ai beaucoup aimé. Et dans lequel, ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Juste pour la petite anecdote, il y a quelques temps de ça chez ma cousine, elle a ressorti les journaux. Et en fait, figure-toi que j'avais fait des concours et je ne me rappelais plus que j'avais été, alors c'est pas un peu comme ça, champion du monde par équipe, avec l'équipe de Monaco et médaille d'argent en individuel. Voilà, c'est incroyable d'oublier ce genre de choses. Je ne le croyais pas, je me suis dit, mais c'est moi. Voilà, c'était il y a très longtemps. Hein. Ensuite, j'ai fait plein de boulots, plein de petits boulots, parce qu'il fallait vivre. Donc serveur, voiturier, enfin j'ai fait plein de choses. Et puis un jour, par le biais du hasard, avec une amie qui allait faire une prise de vue de mannequin, elle voulait s'inscrire dans un cours de comédie, je suis allé avec elle, le mec a voulu qu'elle fasse une impro. Il n'y avait pas de comédien pour lui donner la réplique, c'est moi qui l'ai fait, avec grand plaisir, et ça a dû être la meilleure impro de ma vie, parce que je n'avais pas de pression. Donc j'ai vraiment joué la thématique qui me donnait le mec. Ouais. Et après j'ai suivi des cours chez lui les premiers. Et il m'a proposé de prendre des cours. Moi j'étais pas trop chaud parce que je ne voyais pas pourquoi. Il m'a rappelé la semaine d'après, le mec, il me dit si je vous les offre, vous voulez pas venir, c'est à Cannes ça. Et j'ai dit oui parce que j'étais gêné de refuser quelque chose qui était offert aussi gentiment. Quoi. Tu vois, j'ai dit putain le mec... Donc j'y suis allé. J'ai fait ça pendant 2-3 mois, puis j'ai arrêté. Mais la graine était plantée. Pourquoi arrêter? J'ai arrêté parce que c'était à Cannes, parce que j'étais pas dans le truc. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt de faire ça, bien que très intéressant à faire hein, pendant. Il fallait aller à Cannes, et puis il n'y avait pas de direction précise. Donc au bout d'un moment, je me suis un peu lassé, puis je travaillais à Jean-les-Pins, j'étais saisonnier, il y avait la fête qui était là, enfin voilà, c'était un peu un chemin comme ça, tu vois. Donc c'était très éloigné de moi, ce genre de choses. Et surtout que j'avais aucune intention particulière par rapport à ça. Néanmoins, une fois que j'ai arrêté, comme je te disais, la graine était plantée, les mois passant, je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai décidé d'un coup de monter à Paris. Pour voir, hein, pas pour faire dans un premier temps. Et c'est là que ça a démarré. Je suis arrivé là-haut et j'ai réalisé que peut-être j'avais fait une bêtise. Parce que je réalisais que je disais ça dans mon spectacle. Je ne savais pas quoi demander et à qui. Comment à 36 ballets ou 37 ans, je ne sais plus, on devient... Comment on fait pour faire comédien? Ou pour voir si on peut faire? Donc après, c'était par le biais des rencontres. J'avais une amie à moi qui était présentatrice sur Disney Channel qui prenait des cours de comédie chez les cours Virio. Et je suis allé voir, et puis ça m'a plu. J'ai demandé si j'étais pas trop vieux, j'ai attaqué et après ça a roulé. J'ai pris 2 ans de cours et entre-temps des courts-métrages, enfin voilà. Après, on va dire le truc un peu lambda, quoi. Après tu galères partout, tu fais des grosses daubes, mais ça te forme parce que tu t'es planté, tu te vois, tu dis qu'est-ce que c'est? Tu commences à prendre conscience de ton image pendant que tu travailles, tu vois. Et tu apprends le métier, quoi. Tu te sentais pris par le temps? Ouais, j'ai toujours un peu quand même, hein, j'ai toujours ce vieux complexe hein, d'avoir démarré tard, je me sens pas... J'ai eu plus de facilité à dire que j'étais comédien quand j'ai fait le spectacle et que je suis allé sur scène, tu vois.
Là, ça m'a donné pour moi une forme de crédibilité parce que c'est quand même un exercice pas facile d'aller 1h30 sur scène seul, tu vois, avec un spectacle bien mis en scène en plus, tu vois. Avec des prérogatives de lumière, de jeu, de mise en scène, enfin, voilà, un truc, tu vois. Mais justement, avant ta mise en scène, je sais que tu as fait tes débuts au ciné dans un court-métrage réalisé par Hugo Gélin avec Jean Rochefort. Putain, mais comment tu sais ça, toi? Ben, je suis très bien renseigné. Est-ce que c'est un bon souvenir? Ah, un des meilleurs, puisque le premier. Ouais. Tu vois, en fait, j'étais pas du tout prévu pour moi dans ce court-métrage. J'ai juste demandé à Hugo Gélin, avec qui j'étais en cours de comédie, si je pouvais venir assister pour voir comment ça se passait dans le milieu du cinéma. Entre autres, des cours de comédie, parce que je crois savoir que tu vivais aussi chez eux. Oui, alors après j'ai sympathisé avec la famille et j'ai vécu auprès de la famille Gélin qui m'ont gentiment loué un appartement moins cher que ce qui était prévu. Ouais. Et donc j'ai eu la chance de côtoyer, de rencontrer Daniel Gélin, Yves Robert, voilà, un petit peu Jean-Pierre Cassel, formidable monsieur, tu vois, un peu toute la famille, tu vois, voilà. Et donc ça c'était plutôt sympa. Et ce court-métrage, j'avais juste donc demandé à aller le voir pour voir l'ambiance. Et à un moment, il y a Hugo qui m'appelle, il me dit, il y avait un travelling, je ne savais pas que ça s'appelait travelling à l'époque, il y avait un travelling face à un bureau, tu vois. Et il me dit, assieds-toi au bureau pour faire la doublure lumière, donc je m'assois. Et puis après, il est dans son truc et ça lui échappe, il me dit, bon, ben alors après, quand Jean arrive et qu'il rentre, tu te lèves, tu dis bonjour monsieur et tu sors la phrase. Enfin, le mec qui va faire, il me dit non, il me dit, bon, je te le dis, c'est toi qui vas le faire. Terrible. La sensation, une peur. Jean Rochefort, j'avais jamais, enfin voilà, c'était la toute première fois. Comment il s'est comporté? Jean Rochefort, un merveilleux monsieur. Il y a eu un problème technique, on est resté dans une salle de classe qui servait de loge, tu vois. Et j'ai passé 3-4 heures avec lui là-bas parce qu'il pleuvait très fort, on ne pouvait pas tourner pour X raisons techniques. Donc, je vais passer 3-4 heures avec monsieur Rochefort. Et l'anecdote, c'est qu'il m'a dit, vous vous rendez compte, c'est mon premier court-métrage. J'ai dit, mais figurez-vous que moi aussi. Un peu plus sauf que juste avant, lui, il avait peut-être, je sais pas, 150 films, ou enfin, tu vois, je sais pas, une carrière déjà aboutie. Voilà. Mais voilà, on était sur notre premier cours. Alors pourtant, attiré par le ciné, principalement, t'atterris sur les planches et dans un one-man show. Ouais. Alors ça s'appelait plutôt un seul en scène, il y avait le débat là-dessus parce que c'est pas de la vanne. Tu vois, je raconte une histoire, la mienne, hein, pour le coup, ouais. Autobiographique, au départ de Propriane, élevé par ma petite mémé que je figurais comme ça avec son foulard noir et son eau de Cologne, Saint-Michel. C'était la constante, un personnage récurrent du spectacle. Et ouais, ça a été si tu veux, c'est ce qui tournait, c'est-à-dire écrire le spectacle. Et j'avais peur en fait d'aller sur scène. Donc je repoussais. Voilà, je repoussais. Et puis un jour, il a fallu bien avancer, et donc je l'ai fait. Avec Catherine Chaud, ma metteur en scène, elle m'a aidé à l'écrire et à mettre en place mes anecdotes de vie, tu vois. Et ça a été très très difficile pour moi. C'était une épreuve plus personnelle que professionnelle d'aller sur scène un soir en ouverture du festival à Porto Vecchio de Jean-François Perronne, qui m'a fait le plaisir de me programmer en ouverture. Et après l'été, c'est grâce à lui que j'ai pu rôder mon spectacle et moi-même surtout, quoi, parce que, tu vois, le spectacle ça allait, il était bien écrit, sans prétention, mais j'avais été par ma metteur en scène pour le mettre en place. En revanche, après moi le faire, ouais, il a fallu prendre... L'angoisse a été... L'angoisse? Ah non. Aujourd'hui j'ai le trac. Là, c'était une peur viscérale. Viscérale. J'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Jamais. Je fomentais des choses dans la loge, si je tombais, que je me cassais la cheville, tu vois, comme ça, ce serait pas ma faute si j'y vais pas. Enfin, j'ai vraiment eu très peur. D'ailleurs, j'ai pas entendu les gens rire du tout. Donc j'ai passé pour moi dans ma tête un spectacle dans le silence complet, ce qui n'a pas été vrai. Ah ouais, mais de peur. Mais ça a été pas trop mal pris, et c'est ce qui m'a permis après de continuer. Voilà. Les gens, le retour a été bon quoi qu'il en soit. Il y avait même Christian Clavier qui était venu me voir pour me dire, écoute, je l'ai connu sur Enquête Corse. Il était venu voir le spectacle, la première, il m'avait dit, écoute, évidemment, il faut que tu te rôdes et que tu apprennes, parce que tu démarres. Mais ça va, Et après, je l'ai joué, je crois, 160 ou 180 fois, le spectacle. Oui, avec le succès qu'on connaît. Ah, il a bien marché. Ouais. Ah oui, ça a très bien marché. Alors, donc tu te fais donc connaître du grand public en tant que humoriste, principalement. Mais après, nouveau contre-pied, tu repars sur les écrans, t'enchaînes film, télé. Ouais. Est-ce que ça a été des choix de carrière ou est-ce que c'est des opportunités soudaines? Non, moi je choisis rien du tout. Hein. Moi je pense qu'il tombe. J'ai pas le statut de quelqu'un qui choisit pour l'instant. Je pense qu'il tombe. Je refuse des choses
Difficilement, parce que j'ai toujours du mal à refuser, quand même, parce que... Mais non, non, c'est pas un choix, c'est les opportunités se présentent, les castings se présentent, et quand il y a à faire, il y a. Alors je fais, voilà. Enfin, en même temps, tu dis que tu choisis pas trop. Si, on te propose, tu as quand même pas mal de propositions et on te voit de plus en plus. Oui, 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 mais si tu veux, c'est un peu par défaut, c'est-à-dire que si ça me plaît pas vraiment, s'il y a quelque chose, s'il y a une coquille, je le fais pas. C'est pas ce que tu aimerais faire? On va revenir tout à l'heure sur les séries télé. Ouais, d'accord. Je cerne un petit peu ce que tu me dis. Côté choix, je sais que tu as même fait de la figure dans un film chinois. Ah, putain, mais c'est incroyable ça. Non, mais ça pour le coup, c'est incroyable. Parce que oui, effectivement, sur un film chinois, gros budget, il y avait le Depardieu chinois dans le film. C'était sur le traité de Versailles en 1919. Et l'anecdote, c'est que j'ai eu 14 jours de figure dessus, 7 personnages différents de figuration, mais tous avec des gros plans. Donc un jour, je suis un diplomate à côté du rôle principal. Le lendemain, je vends des tomates, mais je suis en gros plan. Et j'ai fait appeler, je ne m'y connaissais pas, je démarrais, j'arrivais à Paris. Hein, mais je fais appeler l'assistant réalisateur avec le traducteur pour lui dire, mais dis-moi, qu'il fasse attention parce que régulièrement, je suis en gros plan. Tu vois. Et le mec, il m'a dit, non, non, mais t'inquiète pas, en Chine, on vous voit comme vous nous voyez. Tous pareils. Bon, mec, super. C'est excellent. Donc, oui, la figuration là-dessus. Alors moi je voudrais revenir au ciné. Et un film que j'ai trouvé absolument super, et ta prestation notamment, c'est Les Anonymes de Pierre Scheller. Alors, avant que tu me répondes, on va regarder la bande-annonce. Qui est en charge d'abattre le préfet, qui? C'est la France qu'on a attaquée. La République doit répondre. Vous êtes placé en garde à vue. Ces mecs-là sont dangereux et imprévisibles. La vérité, c'est que votre État français profite de cette affaire pour nous harceler, nous, le peuple corse. C'est notre terre, Haute City. Des pas un autre tard ailleurs. C'est lui qui a tiré. Enfin, je sais pas, j'y étais pas. C'est ça ta conception de la Corse libre et indépendante? Vous vivez avec un assassin. Et vous voyez, madame, ça a un prix. Pouvez-vous me donner les noms des membres de ce commando? Je ne vous dirai jamais qui a tiré sur le préfet Erignac. Je voudrais savoir comment tu as abordé ce rôle dramatique. Alors écoute, déjà, pour être clair, c'est mon fait d'armes, c'est-à-dire que j'ai rien fait de plus gros. Ça a été une occasion, une opportunité magnifique pour moi, qui m'a un peu inquiété au départ, parce que l'affaire et le sujet, c'est quand même sérieux et grave. On rappelle, c'est quand même l'assassinat du préfet Erignac. L'assassinat du préfet Erignac et tout ce qui a découlé pour les protagonistes qui ont fait ça et leur famille, bien sûr, parce que voilà, c'est un drame étendu. Donc moi j'y vais toujours avec des pincettes là-dessus, surtout quand ça concerne des choses chez nous, tu vois. Et j'avais vraiment envie d'être sûr que le film allait être équilibré, ni à charge ni à décharge. Tu vois, j'avais pas envie de me retrouver dans la situation de celui qui défend plus un côté que de l'autre, parce que c'est pas le sujet. Tu interprétais Alain Ferrand. Moi je jouais le rôle d'Alain Ferrand. Voilà. Et donc si tu veux, à la lecture du scénario, j'étais un peu embêté parce que j'étais partagé entre une vraie envie de tourner, et surtout d'avoir un rôle aussi majeur, et la crainte de participer à quelque chose qui pourrait être, je sais pas, repris ou qui détournerait un peu la réalité. Ou... Enfin, tu sais, avec la fiction, on fait un peu ce qu'on veut. Et alors le scénario tenait la route, après il y avait le montage. Et c'est une question de parole, j'ai demandé au réalisateur pourquoi il voulait faire le film, c'était quoi ses motivations, quelle intention avait-il dans le traitement de celui-ci. Une fois que j'ai eu les réponses à ces questions, après je me suis dit, bon, c'est ton métier, quoi. Tu dois accepter un rôle pareil. Et pour la préparation du rôle en lui-même, alors bien sûr, je n'ai pas rencontré Alain Ferrand, mais j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui l'ont connu. Et donc voilà, il y avait cette, tu as vu, c'est le côté un peu, peut-être un peu trop d'ailleurs par rapport à ce qu'il est peut-être en vrai, mais quand même une force installée, quoi. Quelque chose évidemment déterminé, et le mec en place. L'acteur m'a beaucoup aidé à cela, une très forte personnalité, vraiment quelqu'un, puis bon, voilà, il a fait des choix durs, ça a impliqué plein de choses,
On voit dans le film la garde à vue qui dure très longtemps, et tu vois cet homme qui bronche pas, il est droit dans ses bottes. On peut discuter de tout en attendant de ce point de vue-là. Et donc moi j'avais envie entre guillemets, d'incarner, c'est-à-dire voilà, en tout cas qu'on puisse comprendre ça à l'image. Et grâce au réalisateur qui m'a mis dans ce carcan de cette rigidité, il me répétait sur le tournage tout le temps, droit Didier, droit, c'est devenu le leitmotiv. Droit Didier, un week-end je suis à la maison avec mes amis, le téléphone qui sonne, je suis au réel. Allô, c'est le week-end Didier, mais droit, tu entends, droit, et il raccroche. Et là, les copains qui me disent alors, je dis non, il m'a dit droit, droit. C'est génial. Tu vois et tout le tournage comme ça. Jusqu'au jour où on a une scène avec Nathanaël Mahine, que j'adore, qui est un super comédien, il joue Didier Maranel, il est dans le film. On est autour d'une table ronde, et d'abord le champ est sur moi, et ensuite sur Nathanaël. Et pour qu'il y ait la hauteur de regard, le cadreur qui est là, il me dit colle-toi contre la caméra, et il me dit tasse-toi, tasse-toi. Alors je me tasse, non mais tasse-toi, tasse-toi. Et au fond on l'entend, oui, mais droit. Et donc c'est là où c'est devenu la rigolade sur le plateau toute la journée. Après c'était droit, hein, droit, oui, droit, droit. Voilà. Néanmoins, outre la plaisanterie, je pense pas qu'il soit peut-être aussi tout le temps rigide comme ça le type. Mais néanmoins, c'est ce qui évoque mieux ce jusqu'au boutisme et cette force concrète, tu vois. Oui, parce que tu es relativement glacial. Ouais. C'est d'une froideur absolue. Ouais, ma filleule n'a pas aimé regarder. Elle m'a dit non, j'ai pas envie de te voir comme ça. Elle a zappé. Ben justement, au fond de toi, quel est ton sentiment réel sur cette affaire? Franchement, j'ai pas d'avis. Et même, je me suis départi de cette pensée. C'était pas le propos pour moi de savoir l'histoire. Moi, je voulais jouer cet homme-là dans le contexte là où il crée le commando et où il se passe tout ça. Voilà, il n'y a que ça qui m'a intéressé. Après, j'ai pas un avis vraiment, hein, j'ai pas d'avis particulier. La seule chose que je sais, parce que c'est ce que je pense, c'est que, tu vois, ces hommes, ils ont fait des choix, alors là, je peux le dire pour moi, catastrophiques, parce que ça a engendré des drames partout. Mais ils sont en prison, je ne sais où, dans des centrales sur le continent. Et moi, il y a une chose qui est claire, c'est que la famille et les enfants ne doivent pas... il y a une double peine. Donc ces gens, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait, ils doivent être prêts, il doit y avoir un groupement. Mais oui, comment tu empêches les gens, tu sais ce que ça coûte à ces gens de partir pour que l'enfant puisse voir son père, ou la fille, ou la nièce, ou peu importe qui. Je prends cet exemple, mais c'est un exemple pour tout le reste. Eux, ils ont fait des choix, ils ont pris l'addition. Je crois 30 ans de prison. Je ne discute pas de ça, là, précisément. Je discute juste de l'impossibilité ou de la difficulté des familles, ne serait-ce que financièrement, à se déplacer régulièrement pour que les enfants, et c'est légitime, quel que soit le choix des parents, puissent être en contact avec eux. Je trouve ça purement scandaleux, scandaleux. Et pas que pour les Corses, pour tout le monde, où qu'il soit. Pour un Breton qui ferait un truc en Bretagne, on le met en prison à Borgo, à Bastia. C'est quoi l'histoire? La famille, elle fait comment? Je le dis un petit peu avec virulence parce que franchement, sans déconner, c'est juste un truc normal, humain. On comprend qu'aujourd'hui, l'humain est un petit peu, tu vois, en déliquescence, on va dire. Mais en attendant, voilà, j'avais envie de dire ça. Parce que c'est important. Alors, visiblement, on te cantonne dans des rôles dramatiques. À quand une vraie comédie? Quand je l'aurais écrite. Alors justement, ça c'est une bonne info. Mais ouais, mais parce que, je sais, tu sais, je pense qu'on est quelques milliers dans mon cas. Évidemment, j'ai la gueule que j'ai joué des choses un petit peu dures, voyou, je tue, je frappe, méchant. Et moi, j'ai envie de faire de la comédie, ou une comédie romantique, mais bien menée, pas forcément sirupeuse, un truc sympa, ou en tout cas de la comédie, voire même de la grosse comédie, du burlesque. Tu estimes que tu es meilleur dans la comédie que dans l'âme? Écoute, je sais pas j'ai pas de réponse à ça. Je pense, j'ai une idée, je pense que je pourrais être très bien en comédie, surtout si je travaille avec un metteur en scène, toi, qui va dans le bon sens, on va dire. Je pense que je pourrais être pas mal en comédie, ouais. C'est pas ma question. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu crois que la vision des choses que tu as, toi,
de ton jeu, au niveau comédie, est parfaitement adapté à ce qu'on voit sur l'écran. Est-ce que tu ne crois pas que le grand public te préfère dans le drame? Écoute, pour l'instant, oui. Pour l'instant, apparemment, il y a une femme, une metteur en scène assez forte, un peu réputée, qui m'a dit un jour, je pense que tu es plus fait pour faire pleurer que pour faire rire. Tu as cette gravité en toi. Ouais, ça c'est ce qu'elle dit elle. Après, elle a peut-être raison, mais moi, c'est pas ce que je pense. Ah, voilà. Non, moi j'ai envie de rire. Écoute, c'est un peu le bordel partout. C'est une catastrophe à tous les étages, à tous les niveaux, régionalement, nationalement, mondialement. De la légèreté. Moi, alors attention, hein, si demain j'ai un beau rôle, encore une fois, de flic, ou je vais le faire et je me mettrai à fond dedans. Mais naturellement, j'ai envie de plus de légèreté. Et attention, plus de légèreté, mais avec beaucoup de sérieux, parce que faire rire, c'est compliqué. Le drame est consensuel, tu comprends? La mort d'un enfant, c'est la mort d'un enfant. Tout le monde pleure, tu vois. Faire rire, c'est subjectif. Tu vas faire rire certains et pas d'autres. Tu as une forme d'humour qui correspond à certains et pas d'autres. Donc voilà, il y a encore un mécanisme différent. Mais j'aimerais vraiment avoir la possibilité de me tester là-dessus. Voilà, j'aimerais vraiment. Voilà. Quelle vision tu as du métier maintenant? Alors, en ce moment, pas terrible. Voilà. Après c'est un petit peu d'enfoncer les portes ouvertes de dire ça, quoi. C'est un milieu très particulier. C'est un métier privilégié quand tu peux le faire, évidemment, hein, c'est clair. Mais le milieu est un petit peu particulier. Je pense que ça manque beaucoup d'humanité. Je pense qu'il y a évidemment beaucoup d'hypocrisie. Mais je ne sais pas si c'est différent en entreprise. Hein. Je pense que c'est peut-être pareil, voire pire même. Avec les petits pouvoirs du petit chef, avec celui qui est au-dessus, celui qui peut décider, celui qui se la pète, celui qui se prend pour je ne sais qui. Il y a beaucoup d'histoires d'ego là-dedans, c'est des métiers d'artistes, tu vois. On en a tous un, évidemment. D'un point de vue personnel, je souhaiterais, le temps passant, m'apaiser de cela. Et mon travail va dans ce sens, d'un point de vue personnel. Après, c'est un métier qui est un peu anxiogène, et presque schizophrénique, entre ta vie et la vie du comédien. Presque, hein, vraiment. Hein. Mais c'est des histoires personnelles. Je rencontre des gens formidables. Et je rencontre l'opposé, évidemment, de fait. Il faut savoir naviguer. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire confiance tout de suite, il ne faut pas écouter les salades qu'on te raconte, il ne faut pas écouter des pseudo-réalisateurs qui se la pètent, qui viennent te vendre leur tralala avec force de conviction pour avoir des comportements un peu limites, parce qu'il y a des choses très limites dans le comportement humain, en fait, voilà, c'est ça que je dis. Après, le métier en lui-même est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui est simple aujourd'hui? Je sais pas. Moi, j'ai fait plein de boulots différents avant. Je suis pas un enfant de la balle, j'étais coiffeur, j'ai gratté les bateaux, j'ai fait serveur, voilà. Tu as même vendu des olives aux États-Unis? Alors ça, putain, je l'ai déjà dit ou pas? Parce que comment tu sais ça? Une journée, je voulais voir ce que vivaient les Mexicains à la frontière entre San Diego et... je me souviens plus le nom de... Enfin bref, la première ville mexicaine très très pauvre. Les mecs ils migrent par là, ils travaillent dans les champs. $1 la journée pour ramasser les olives. Tu te rends compte? $1 la journée. Et donc voilà. Le chemin était beau. Oui, oui c'est vrai. Finalement. C'est vrai. Donc voilà, j'ai une opinion un petit peu... Ça dépend. Si je suis bien tranquille, je suis plus souple. Sinon, je suis un peu cassant envers certains qui ont des attitudes et des comportements très limites. Très limites. Voilà. J'aimerais savoir quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer dans le métier. Donc le seul conseil que j'aurais à donner, c'est peut-être d'essayer de savoir pourquoi on fait les choses. Et si on n'arrive pas trop à répondre à ça, en tout cas le faire sérieusement et pas pour les mauvaises raisons. Voilà. Les mauvaises raisons étant simplement l'exposition médiatique ou éventuellement gagner de l'argent, ce qui peut être le cas dans le métier de comédien, gagner de l'argent. Mais si tu le fais pour ça, tu n'y arriveras jamais parce qu'il y en a plus qui n'en gagnent pas que le contraire, l'argent. Comment tu vis la chose, toi, le fait d'être connu et reconnu? Écoute, moi je suis pas très, pour être tout à fait honnête, je suis pas très embêté par ma notoriété. Sur l'île. Tu vois, oui, sur l'île. Oui. Ne me dis pas ça. Sur l'île, tu es très connu. Oui, mais bon. Et en ce moment, médiatiquement, oui, puisque la série, la saison 2 de Duel au Soleil sort sur France 2 mercredi, à 20h55. Tu as un rôle important avec Gérard Darmon. Avec Gérard, oui. Voilà. Donc. Si, quand même, il y a quand même une certaine notoriété. Oui, moi, je voudrais savoir comment tu la vis. Je la vis pas. Il n'y a rien qui change pour moi, quoi. Je mène exactement. Je me sens ni observé ni quoi que ce soit. Ça pourra peut-être me jouer des tours à un moment ou à un autre, mais je continue à vivre normalement.
Le peu qui me parlent ou qui veulent me prendre en photo, qui veulent discuter un peu le coup, c'est que dans le bon sens. Donc si tu veux, c'est gratifiant, mais je le laisse à la place que ça doit avoir. C'est pas ça qui me fait vivre, c'est pas ça qui fait l'homme que je suis. Je peux pas avoir besoin de ça pour être qui je suis. Je ne veux pas. Je ne veux dépendre de rien. Et certainement pas du métier. Bien qu'il ait une incidence sur mon bien-être. Quand je travaille pas pendant longtemps, c'est anxiogène, j'ai un peu les boules, je perds un peu de confiance en moi. Je pense comme tout le monde. Et quand ça marche bien, c'est pas pour autant que je pense que je suis arrivé quelque part. Parce que pour moi, l'essence de ma vie, elle n'est pas dans l'aspect professionnel. C'est un paramètre, mais c'est pas exhaustif. Ce qui m'intéresse, c'est la vie, c'est un peu idiot ce que je veux dire, la vie humaine, le quotidien, l'amour, ce qu'on fait pour se dire je fais quelque chose de bien ou je peux aider à. Voilà. Ça fait grand sentiment comme ça, je ne suis pas toujours là-dedans, mais c'est cette direction que je voudrais emprunter. Je voudrais m'assagir et être serein dans mes vieux jours. Eh ben, c'était un très joli dénouement. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, à très bientôt alors, avec grand plaisir. Sur les écrans. Grand plaisir. Silence, moteur, ça tourne et action. Action. Eh ben, c'est un joli mot de fin. Je te remercie beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, à très bientôt sur les écrans. À bientôt, c'est moi qui te remercie. Putain, je me suis dit, voilà, tu vois, la carte de ça, là,